Bon, on va pas se le cacher, toi et moi, on se connaît un petit peu. Je te mets à l'aise tout de suite, hein. C'est-à-dire que je fais un montage après, donc t'aperçois que tu dis des conneries, Pas en live là, pas en Alors, live. pas en live, c'est pas en live. Alors, je sais que t'as pas beaucoup de temps. D'abord, je suis ravi de te voir et je suis ravi de te parler. Mais est-ce que tu peux rapidement nous rappeler l'histoire de Red Light très rapidement, hein. T'as créé Red Light tout de suite à la fin de tes études et pourquoi? Donc Red Light, j'ai créé Red Light en 1999. J'avais une expérience professionnelle de 96 à 99. Donc je suis ingénieur textile. J'ai démarré en 95, donc c'était juste un petit peu après. Tout c'est la conjonction de mes études et puis de ma passion de la course à pied. Ça de la course à pied, j'ai commencé quand j'avais une dizaine d'années, donc ça va faire début des années 80. J'ai fait de la piste, du 800, du 1500. J'aimais toujours quand c'était plus long et plus difficile. Donc après j'ai fait des crosses que j'aimais beaucoup et du 3000 steeple. À 20 ans j'ai fait un marathon. J'en ai fait un deuxième à Lille. J'avais fait 2h51, 2h48. Ah, c'était pas mal pour un premier marathon. Voilà, et puis après, je me suis dit, je vais aller voir un petit peu plus loin, et j'avais déjà fait 2 stages de course en montagne, et donc, quand j'avais 22 ans, j'ai traversé les Pyrénées en courant, tout seul. J'ai acheté un sac à dos, une tente, un sac de couchage. Évidemment, tout ça, c'est super compact dans un sac à dos, il a fallu être imaginatif. Ouais. Et j'ai parcouru les Pyrénées, une quarantaine de kilomètres par jour, pendant 3 semaines. Ah ouais, un off tout seul. C'était des vacances, un off tout seul, à 22 ans, voilà, Et donc Red Light n'existait pas et donc t'avais du matos mais qui était peut-être pas optimal, quoi. Quand même des marques qui faisaient des choses légères, mais c'était pas aussi optimal que ce qu'on trouve aujourd'hui, voilà. Mais c'est sûr que c'est la première fois que j'ai fait un sac à dos où il a fallu être imaginatif, minimaliste, et où forcément ça rentrait pas, faut faire des choix, et voilà. Donc tout ça pour revenir à 99, donc j'ai un travail où je conçois des sacs à dos, des tentes, des sacs de couchage pour d'autres marques, un job à Saint-Étienne qui était passionnant, où j'ai cette passion du sport, où à ce moment-là je fais plus des raids d'orientation, course aventure, et en mariant les deux, on met à trouver des solutions pour avoir des sacs à dos plus légers, des tentes ingénieuses, et puis des maillots avec des poches, des shorts avec des poches. Voilà. Donc Red Light en 99, c'est 10 produits, un tout petit catalogue, et on commence digital natives sur Internet. T'es un peu coupé. Digital quoi? Natives. Ah ouais, digital natives, ouais, ok. Voilà, voilà, mais c'était tout simplement le moyen de pouvoir commercer directement avec les utilisateurs et discuter directement avec les utilisateurs. Un pressentiment que ça allait être une bonne idée. Ouais. Donc on a commencé par là, à vendre à la fois par Internet, à la fois à l'arrivée des courses. Une nouvelle fois, quand je dis on, en fait, j'étais tout seul. J'avais une personne qui travaillait pour moi quand il y avait besoin. Moi-même, j'ai commencé à y travailler au bout de 2 ans, et au bout de 5 ans, on devait être 3 ou 4 personnes à y travailler seulement. Voilà, c'est pas une grande entreprise qui démarre. On a toujours une croissance à 2 chiffres, donc supérieure à 10%. Première grande étape, c'est vers 2008-2009, où là, on a quand même bien compris nos forces, nos valeurs, qu'on a commencé à créer un team ouvert à tous, qu'on a conceptualisé la conception avec les utilisateurs, on a commencé à faire du Made in France. Voilà. C'est quand même structuré en tant qu'entreprise. En 2010, on était une vingtaine de salariés. Voilà. On s'est déjà on a repris vertical en 2010 et on s'est installé en Chartreuse en 2011. On a déménagé. T'étais pas en Chartreuse au départ? Non, on était à côté de Saint-Étienne et on est donc venu dans ce projet en Chartreuse. Ce qui nous a intéressé, c'était d'avoir un cadre de vie pour nous, pour les salariés. C'était que les salariés, clients, les coureurs puissent venir chez nous aussi tester les produits, discuter avec, de la même façon que ce qu'on leur avait proposé sur Internet de le faire en vrai. Donc pour qu'ils puissent venir courir depuis chez nous, il fallait leur proposer des douches, des vestiaires, des produits à tester, une vue sur l'atelier, et puis des parcours balisés autour de chez nous, aller s'exprimer. Et de là est donc née la première station de trail depuis le siège social de Red Light, avec des parcours balisés. De là, on a fait aussi un site internet, une application. Ça a fait beaucoup de buzz, beaucoup de communication. Quelle année ça? Là, t'es en 2011. 2011. Donc ça a bien marché. D'autres stations, d'autres territoires sont venus nous voir. On leur a constitué leur propre station, on leur a fabriqué leur propre station, et on a donc constitué un réseau qui aujourd'hui comporte une trentaine de stations. Et on a décliné l'offre aussi sur du vélo, sur du ski de rando et sur de la marche nordique. D'accord. Donc ça, c'était l'épisode à partir de 2011 à Saint-Pierre-de-Chartreuse. On a continué de grandir à grande échelle, on a doublé de chiffre d'affaires jusqu'en 2016. Personne n'est venu vous voir pour vous racheter, et ce jour-là, en 2016, quelqu'un est venu passer la porte et nous a proposé d'intégrer un grand groupe. C'est Groupe Rossignol, on peut le dire. Il est venu nous proposer
proposé. Eux cherchaient à se diversifier de l'hiver où ils n'avaient que des produits d'hiver. À ce moment-là, ils ont repris les Vélotime, les Vélofeld et Red Light. Exactement. Et nous, ça nous permettait de résoudre deux choses. D'une part, le financement de l'entreprise. On est en forte croissance, donc on avait besoin de financer notre BFR, besoin en fonds de roulement. Et puis, sur le papier, Rossignol devait nous permettre d'accéder notamment au marché américain à travers leurs filiales et sur d'autres marchés où ils avaient déjà en place des filiales, des entrepôts que nous n'avions pas. Voilà. Et toi, dans le deal, tu devais rester à un poste précis dans le groupe Rossignol. Tu n'étais pas censé partir. Donc, dans le deal, c'était de tripler de chiffre d'affaires en 5 ans, alors que d'habitude, on ne faisait que doubler en 5 ans dans le temps passé. Okay. L'objectif était de continuer de grandir et que je continue de diriger Red Light. Ce que j'ai fait pendant 2 ans, on va dire. Ouais. On est resté une filiale, donc on a continué de faire une croissance à 2 chiffres, on a continué de grandir. Donc pendant 2 ans, donc ça veut dire jusqu'à quand là? On est en quelle année là? Jusqu'à 2018, 2016-2018. T'es encore dans le groupe, hein? Et puis là, le groupe a changé de stratégie pour diverses raisons internes et ils ont voulu tout fusionner. Et donc les commerciaux Red Light se sont retrouvés noyés dans les commerciaux Rossignol, les achats Red Light dans les achats Rossignol, etc. Et je dirais ce qui faisait notre force d'être une PME, travailler avec agilité, avec rapidité, à décider rapidement, à être à notre petite échelle entre guillemets, parce que 7 millions d'euros c'est petit. Combien 7. C'est petit par rapport au groupe Rossignol qui en faisait 350 pour résumer. Tout ça s'est noyé dans une gouvernance plus grande, dans des choses plus complexes. Et le train s'est arrêté et Red Light a perdu un petit peu en chiffre d'affaires et voilà. Et toi, t'es parti. Donc à ce moment-là, cette façon de travailler, puis je voyais que ça n'allait pas dans le bon sens pour Red Light, me plaisait plus. Et puis dans la vie, il faut faire ce qui nous plaît. J'ai pas le tempérament ni le temps, je dirais. J'ai pas de temps à perdre à être certes bien payé et dans un joli bureau avec une jolie fonction, mais si ce que je fais ne m'intéresse pas, je vais faire autre chose qui va m'intéresser dans la vie, quoi. Donc j'ai pris la décision de partir et ça c'était début 2019, donc il y a 1 an et demi à peine. Et alors entre 2019 depuis Red Light n'a pas coulé, Red Light a périclité, je dirais, a stagné. Simplement stagné. Simplement stagné. Toi, qu'est-ce que tu as fait pendant cette période d'1 an et demi, 2 ans? Donc, j'ai pris le temps de la réflexion, d'une part. J'ai fait plusieurs formations. J'ai fait une formation en finance, j'ai fait une formation en marketing. Et là, je suis en train de finir une formation en coaching professionnel. Donc déjà, ça c'était bien pour moi de refaire ce point et sur tout ça. J'ai fait un tour du monde aussi pendant 2 mois. Alors 2 mois c'est court ou c'est long pour faire un tour du monde. 2 mois de vacances, ça faisait depuis que j'étais jeune, j'avais eu 2 mois de vacances pour faire ça l'année dernière. Puis finalement c'est assez court aussi pour faire le tour du monde, mais c'était très bien. Ça m'a ouvert les yeux aussi pas ouvert les yeux, mais j'ai vu plein de choses qui m'ont inspiré. Et puis donc depuis presque 1 an désormais, j'ai donc regardé ce qui me plairait à me construire comme travail et donc j'ai repris d'une part une petite agence d'organisation de trail à l'étranger, qui est sous forme d'agence de voyage, qui organise 7 courses par an, qui sont au Machu Picchu, qui sont au Sénégal, qui sont au Groenland, super. en Italie aussi. C'est quoi le nom de cette boîte? Ça s'appelle Nature Extrême Développement. Génial. Petite boîte qui existe depuis 25 ans, qui organise 6-8 courses par an. Le concept, c'est des courses à étapes, à peu près entre 100 et 200 km sur 6 jours, donc pas trop difficile. Les courses à étapes, toi, le marathon des sables, tu l'as fait plusieurs fois. C'est la course à étapes un peu de référence, tu connais bien. Ça, c'est la course à étapes en autonomie. Nous, on fait des courses, on organise des courses à étapes de 6 jours. On dort bien, on mange bien, et c'est pour une 50aine de coureurs. D'accord. C'est pas l'ambition n'est pas de faire des courses à 500 000 ou 2000 personnes, c'est de rester à 50 personnes. Quali, quoi. De voyager en courant, d'avoir quand même un dossard et des étapes pour quand même se tirer la bourre et pour assouvir notre passion de la course à pied. Mais la recette, c'est 50 coureurs maxi, 6 étapes. La plus longue, généralement, c'est un marathon, et dans des endroits extraordinaires. Et on prend toujours un peu le temps, quand c'est nécessaire, de passer une journée à Petra ou une journée à visiter le Machu Picchu. Ce jour-là, c'est tourisme complet. Ok.
Donc ça, j'ai repris ça. Ça a pris du temps à discuter, forcément, à mettre ça. Donc depuis début juin. Et puis effectivement, donc j'ai repris Red Light. Ça c'est pas le scoop maintenant, mais c'est le sujet de notre discussion. J'ai repris Red Light donc au 1er août. Donc ça, c'est une discussion qu'on a. Qu'est-ce qui t'a amené à cette décision? Parce que c'est rare quand même ça dans le monde du business. Alors non, c'est absolument non, c'est absolument pas rare. Tu chercheras sur internet, c'est un grand classique. D'accord. C'est un très grand classique. Ça a été fait. Je pense que tu connais Apple et Bill Gates. Oui, d'accord. Jobs. Pareil que Tinder. Tinder a subi la même histoire. Et il y en a plein d'autres. Benetton aussi. J'ai vu. C'est quand même quelque chose d'assez. C'est pas si rare que ça. Ok. Voilà. Cette décision. Ce qui m'a poussé à ça. Alors déjà, la première chose, c'est est-ce que moi j'en avais envie ou pas envie. C'est pas que je suis égoïste, mais c'est quand même la première chose. Je suis parti de Red Light parce que le job me plaisait plus. Si j'y retourne, c'est que le job me plaît, quoi. Ce qui me plaisait éventuellement de reprendre Red Light, c'était de reprendre à reconcevoir, refabriquer des sacs à dos astucieux, des vêtements astucieux. Voilà, ça c'est mon métier, c'est ma fonction, c'est ce que j'aime faire. Et si je l'avais pas fait chez Red Light à nouveau, je l'aurais fait autrement et ailleurs. D'accord. Imaginez soit dans une autre marque, soit auprès d'une nouvelle marque. Dans 1 an, j'avais le droit de le faire à nouveau, clause de non-concurrence. D'accord. Mais finalement, faire ce métier, si c'est chez Red Light, c'est plus simple que si c'est dans quelque chose de nouveau ou ailleurs. Donc, tout simplement, ce qui me plaît, moi, c'est concevoir des produits et c'est aussi tout l'aspect internet, communication, conceptualisation de ça. Donc ça, c'est avant tout ce que j'aime faire. C'est plus simple parce que je comprends bien que ça correspond à ton tempérament d'entrepreneur, mais pour d'autres, c'était peut-être plus simple de prendre un gros chèque et d'aller bosser dans une boîte concurrente. Ouais, mais moi, c'était si je l'avais refait, j'aurais pas été bosser dans une boîte concurrente. J'avais pas envie de déménager de Saint-Pierre-de-Chartreuse, donc Red Light est quand même le plus près. Là, quand je regarde, tu vois, par ma fenêtre, je le vois. Enfin, je te savais que là, ce serait efficace et que je pourrais faire ça puisse s'accorder avec le type de produit et le type de savoir-faire que j'aimais faire. D'accord. Donc déjà, ça correspondait à un besoin personnel, à ce que j'avais envie de faire de mes mains et de mon cerveau. Ensuite, pour Red Light, depuis 2 ans, ça commençait à stagner et à un moment, ça aurait fini par descendre en termes de conception de produits, en termes de plein d'autres choses, je dirais. Et, quand je suis parti, j'ai pas été remplacé et personne ne m'a remplacé. Donc, si tu veux, quand une équipe n'a plus de guide, de chef ou de ce qu'on veut, en tout cas pour coordonner, à un moment, ça part un petit peu en vrille. Donc Red Light n'avait pas encore dégringolé, mais il était temps de remettre du sens à Red Light. Mais Rossignol cherchait à se séparer de Red Light? Donc ça, c'est le 3e facteur. J'ai parlé de moi, j'ai parlé de Red Light, et après, donc, évidemment, il y a Rossignol. Et ce qui a accéléré tout ça, c'est le Covid, évidemment. Rossignol, marque de ski, ce qu'ils ont annoncé dans la presse, je ne veux pas de secret, pour l'hiver prochain, ils pensent faire entre moins 40 et moins 50% de chiffre d'affaires. La station de ski, c'est fini en cours de route l'année dernière, que les magasins vont pas renouveler leur parc, qu'on sait même pas l'hiver prochain s'il faudra un masque pour faire du ski. Enfin, tout ça est compliqué et donc, ils se retrouvent devant des difficultés fortes, comme beaucoup d'entreprises. C'est pas plus Rossignol qu'une autre finalement. Donc, ils ont décidé en interne de se concentrer sur leur cœur de business, sans que ce soit péjoratif. Toutes les entreprises. Pardon, t'as été coupé. De se concentrer sur leur cœur de business, sur ce qui va être le plus efficace et ce qui va être le plus important pour eux. Donc, les sports d'hiver et voilà. Ce que font beaucoup d'entreprises en ce moment, c'est tout simplement de survivre et donc de se recroqueviller. Et donc, dans ce cadre-là, Red Light n'était plus un projet prioritaire. Donc, en discutant activement avec les actionnaires de Rossignol, ils ont décidé d'accepter notre proposition de reprendre Red Light. De la même façon qu'ils sont en train de vendre Time, ça aussi c'est public. Voilà. Se reconcentrer sur leur cœur de vie. Donc, pour résumer, ça correspondait aux aspirations de Rossignol. Ça correspondait il y aura un besoin de Red Light à un moment où là, ça allait arriver en queue de poisson. Et puis, à moi aussi, en termes d'aspiration personnelle. Je sens que je vais anticiper ta prochaine question. Et donc, qu'est-ce que je fais chez Red Light, moi, aujourd'hui? Non, mais attends, juste avant, est-ce que c'est correct de dire que
on imagine que tu as bien vendu le truc au départ parce que tu n'étais pas forcément vendeur, c'est eux qui sont venus te chercher, donc on imagine qu'ils ont proposé un prix qui était intéressant pour toi. Et aujourd'hui, c'est eux qui étaient vendeurs, toi t'avais pas forcément, enfin, t'avais peut-être, t'y pensais, mais disons que c'est la conjoncture joue en ta faveur. Au final, je trouve ça super pour toi, mais enfin bravo quoi. Je trouve que moi quand j'ai appris le truc, je me suis dit mais pourquoi, comment et tout. Et là quand tu me racontes, tout s'est mis en place parfaitement. Enfin bien joué quoi, vraiment. Je suis très très content pour toi. Hein. Bah c'est facile d'écrire l'histoire après, hein. Mais ce que tu as dit, effectivement, quand une fois j'ai pas cédé Red Light pour en partir, j'ai cédé Red Light pour continuer de grandir et pour que Red Light grandisse et que moi aussi je m'éclate avec un terrain de jeu plus grand. Ouais, mais au départ, c'est pas toi qui es demandeur. Si tu veux parler financier, évidemment, on a vendu quelque chose qui était déjà bien et qui avait des perspectives comme ça. Et là, moi, j'ai pas prévu le Covid. C'est pas moi qui ai lancé le Covid pour en arriver là aujourd'hui. Simplement, les opportunités, il faut les provoquer. Et voilà, j'aurais pu rester chez moi c'est vrai, mais bien sûr, mais t'as raison. Mais j'ai senti que Rossignol, que les actionnaires Rossignol seraient intéressés par ça parce que c'est simplement la logique économique chez Rossignol comme ailleurs. Et voilà, et c'est sûr qu'on reprend une entreprise qui est, c'est pas une entreprise qui est malade, Red Light un petit peu, et surtout un marché qui est malade. On reprend dans un contexte qui est quand même très compliqué. Certes, les gens se sont un peu plus mis au running, mais quand les 2/3 de ton chiffre d'affaires sont faits par des magasins qui eux-mêmes ont fermé pendant 4 mois, qui savent pas avec le port du masque, avec tout ça, quelle va être la saison, on est sur un marché qui est quand même malade. Par Internet, on vend plus, mais il y a quand même. Ce que je dis, c'est en France, c'est en Italie, c'est en Espagne, c'est partout dans le monde. Donc, on reprend dans un contexte difficile, d'un marché difficile, compliqué. Voilà. Donc, forcément, les perspectives sont pas les mêmes qu'il y a 4 ans. Quand tu dis on reprend, parce qu'on imagine évidemment qu'il y a peut-être des gens autour de toi, c'est des actionnaires, c'est des copains, c'est qui c'est oui, quand je dis on, c'est des actionnaires, effectivement. Ça peut être déjà mon ancien associé avec qui on a mon associé, Vincent. Et puis effectivement, pour reprendre Red Light, on a une vingtaine d'actionnaires. D'accord. Et puis on reprend aussi avec les salariés. Et je suis pas tout seul dans Red Light, et bien heureusement. Mais t'es quand même directeur. Ah non, je suis pas directeur, je suis président. C'est le titre, c'est le statut de cette c'est pas le boss, quoi. C'est ça, c'est bien. Okay. Et mais c'est intéressant, en fait, le directeur est là pour diriger et le président est là pour présider. Parce que là, j'ai rien dit, mais je vais pas faire la même chose que ce que j'ai fait avant, tout simplement parce que j'ai changé, parce que Red Light a changé, parce que les personnes qui travaillaient chez Red Light depuis ont appris à faire sans moi. Et c'est très bien. Ça manquait de coordination, mais c'est très bien qu'ils aient appris à faire sans moi. Et donc, eh bien, on va s'organiser autrement. Ceux compris de l'autonomie vont la garder. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Il va falloir que, malheureusement, j'aille voyager en Jordanie, au Machu Picchu, au Sénégal, et en Irlande et en Islande et tout ça, voilà. Donc, je vais travailler on va dire à temps partiel chez Red Light. Ma mission, c'est d'organiser la stratégie, de mettre en place les caps de communication, les caps sur les produits, l'innovation, et puis voilà. Et après, donc un directeur général qui coordonne tout ça au quotidien avec des équipes qui sont en place. Je serai moins présent pour faire moins de choses, avec un peu plus de hauteur pour mieux piloter Red Light d'un petit peu plus haut que ça n'était avant. D'accord. C'est pas que c'était mal avant, c'est pas que, etc. C'est un fonctionnement différent parce que l'entreprise a évolué depuis que j'ai évolué, que tout le monde a évolué. On réécrit pas le passé, on écrit une nouvelle page autrement. Et donc aujourd'hui, c'est officiel. Et tu as combien de salariés Red Light? Aujourd'hui, il y en a, je crois, 24 salariés Red Light. D'accord. Donc autant que, c'est-à-dire que tu as repris tous les salariés qui étaient chez Rossignol ou? Donc on a repris tous les salariés qui travaillaient pour Red Light chez Rossignol. C'est la loi, il n'y a pas de discussion de savoir qui on reprend pas, c'est simplement automatique. Voilà. Bah c'est super. Moi je suis ravi pour toi. Je suis ravi pour Red Light surtout. Bravo. Franchement, je te trouve, je te trouve épatant. Je trouve que t'es épatant. Est-ce que tu connais dans tout ça, je dirais la qualité que j'ai pour ça, qui en arrive là, c'est simplement de savoir saisir les opportunités, les déceler et avancer et faire des choix, quoi. En 2016, on aurait pu se poser la question, on s'est posé la question, bien évidemment, est-ce qu'on va chez Rossignol, est-ce qu'on va pas chez Rossignol? Mais on aurait pris une autre piste, peut-être qu'elle aurait pas été bonne non plus, on se
tout seul, peut-être qu'on se serait planté financièrement parce qu'on n'aurait pas réussi à trouver, à Mhm. convaincre des banques, ou à convaincre d'autres actionnaires. On serait parti chez quelqu'un d'autre, peut-être que ça n'aurait pas marché non plus. Faut pas regarder, c'était un des chemins qui normalement devait marcher et qui n'a pas marché. Bon, bah, mais il fallait se décider, il fallait avancer. Tout comme là, bah, il fallait proposer et se décider. Et on verra si c'était un bon choix plus tard, mais toujours est-il que, effectivement, les opportunités, il faut les provoquer, les saisir et avancer. Ouais, puis tu vas au bout des choses, quoi. C'est ça, surtout. Tu vois. Et tout n'est pas forcément planifié. Après, le monde change et moi, il faut capter les bonnes choses quand elles se présentent. Ah ouais, mais c'est un talent, ça. C'est vrai. Eh ben, écoute, je suis ravi pour toi. Et alors, est-ce que tu vas aussi faire cette course à la fois abominable et merveilleuse que tu avais lancée par chez toi, le Barclay à la française? Est-ce que ça se poursuit ou pas? Ben, ça se poursuit, mais ça a pas La eu termine cette route. année, là. C'était premier juin, la termine room, donc elle a pas eu lieu, vu qu'il y avait rien qui avait lieu en France cette année, mais elle est bien prévue pour l'année prochaine. On peut sortir de chez nous si tout ça est un petit peu dans le rétroviseur, ce que l'on souhaite tous. Et tu vas Et puis, refaire l'As? et ben là, ça devrait venir, normalement, ouais. Ouais. Et puis prochainement, là, fin octobre, on organise aussi une autre course de l'As, qui est la Backyard, la chanson de Backyard. Ouais. Qui normalement a bien lieu. Enfin, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, selon les consignes sanitaires, on est capable de les tenir. Il y aura un petit peu moins de 200 coureurs, donc c'est pas très compliqué. Enfin, c'est plus facile de respecter les consignes sanitaires pour 200 coureurs que ça ne peut l'être sur d'autres courses. Hein, voilà. Alors ça juste parce que ça aussi c'est une course de dingue, hein, mais pour ceux qui connaissent pas, parce que c'est un principe très simple, très efficace, diabolique. Et effectivement, c'était très simple. C'est une course, c'est une boucle qui fait un peu moins de 7 km, plate, aucune difficulté technique, et on a 1 heure pour le faire. Voilà. Donc courir du 7 km/h, c'est vraiment accessible au plus grand nombre. Ouais. Et simplement, 1 heure après, il faut être à nouveau sur la ligne de départ pour refaire les 7 km. Et puis 1 heure après, il faut à nouveau être sur la ligne de départ pour faire 7 km. Et donc, eh bien, les boucles et les kilomètres s'enchaînent. Et c'est des courses qui durent donc pour les meilleurs, ça s'enchaîne jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un. Jusqu'à ce que mort s'en suive, quoi. Jusqu'à ce que le second abandonne. Ouais. Et l'année dernière, notre course a duré 41 heures. Parce que tu l'avais déjà fait l'année dernière, hein. 41 heures. Okay. J'ai organisé l'année dernière, ouais. Donc ce qui fait, j'ai plus en tête, mais presque 300 km de course. Ouais. Toute la difficulté, c'est que t'as pas de temps de t'as des temps de repos à chaque fois entre la fin de ton tour et l'heure suivante, mais de dizaines de minutes. Et tu peux pas faire une grande sieste, tu peux pas faire une grande pause. T'es forcément limité par ces petites pauses cumulées. Ah, tu peux, mais après, faut courir plus vite, quoi. Et sinon, faut courir en 30 minutes la boucle, mais à un moment, ça devient compliqué, ouais, voilà. Et voilà, aux États-Unis, je crois que le record est de 55 heures chez Laz. Donc une course facile à organiser, accessible à tout le monde, mais effectivement diabolique parce que dans tout ça, il y a une gestion, même à la fin une confrontation psychologique pour être quand ça fait 40 heures que tu cours, il faut qu'il y en ait un qui cède à un moment et c'est très psychologique. C'est limite sadique, quoi. Bon, enfin bref. Un petit peu, ouais. Bon. Et les coureurs sont volontaires, on ne force personne. Hein. Ouais. Bon bah bravo en tout cas. Écoute, merci pour cet entretien et ça me fait bien plaisir tout ça. Bravo et félicitations mon bonhomme. Okay. À bientôt. Merci à toi. Bonne journée. Salut.